Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau talk sur Chef. Vous le savez, un lundi par mois, je choisis un sujet qui agite la sphère food et je convie autour d'une table des experts en la matière. Je voulais parler de café depuis des mois, depuis qu'on a parlé de l'explosion des coffee shops dans Chaud, notre format actu diffusé chaque mercredi. Des coffee shops, il en pousse partout, surtout en ville, mais pas que. On y trouve des cafés de spécialité, mais pas que. Souvent, désormais, c'est aussi une offre de restauration qui pousse discrètement une part de cake, un club sandwich ou une petite salade pour faire monter le ticket. Alors pourquoi la France semble-t-elle découvrir ou redécouvrir le café ? Pourquoi le modèle séduit ? Pourquoi ce produit cristallise des attentes et connaît un tel enthousiasme ? Est-ce un épiphénomène ou un mouvement de fond ? Figurez-vous que la journaliste Émilie Lestari vient de signer un article sur la question. Et alors, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai proposé à Charles Compagnon, restaurateur qu'on connaît pour ses restaurants, le Richer, le 52, le Café Compagnon, évidemment, qui porte bien son nom car Charles est aussi torréfacteur, de se joindre à cet échange pour regarder tout cela avec son œil d'expert et son savoir-faire. On s'est donc retrouvés tous les trois, mais je suis le seul à avoir bu un café. Épisode enregistré chez Charles, donc au Café Compagnon. C'est parti. Je sais pas, je vais dire d'où vient cet épisode. J'avais depuis très très longtemps envie de faire un épisode sur le café. Et je sais pas s'il y a une forme de collusion ou de fréquence commune. Émilie Lestari donc a publié un article intitulé « Pourquoi y a-t-il tout à coup autant de coffee shop pour le fooding ?» Et je me suis dit « Ah, c'est dingue !» L'œuf, la poule, est-ce que je suis l'œuf, est-ce que je suis la poule, est-ce qu'on est sur la même fréquence ou est-ce que je suis un suiveur, tout simplement, quoi qu'il en soit. Émilie, t'es avec nous aujourd'hui. Merci, on va parler justement de cet article que tu as publié, de tout ce que tu as pu y découvrir. Je voulais qu'on parle de café, de coffee shop, mais aussi, je voulais qu'on parle de la place du café en France et notamment dans la restauration. J'ai trouvé un interlocuteur de choix en la matière. Charles est avec nous, Charles Compagnon. Est-ce qu'on peut se faire un constat et est-ce que pour débuter, je peux avoir votre avis à vous, sur ce boom et sur l'importance que prend le café aujourd'hui. Alors ici à Paris, peut-être on va parler de la France de manière générale aussi, mais voilà, est-ce que le café reprend une place qu'il n'avait pas à travers des coffee shops ou dans la restauration ? Est-ce que vous sentez que quelque chose se passe autour de cette matière-là ? Bon, alors déjà pour commencer, David, l'œuf ou la poule, je pense que peut-être qu'on est tous les deux un peu des deux, parce que ce constat que les coffee shops sont partout, à chaque coin de rue, on le partage, on est plein à le partager. Et pour revenir sur la genèse de cet article, donc dans la vie d'une journaliste, d'un journaliste indépendant, il y a les articles que l'on propose, les sujets que l'on propose aux rédactions, et puis après, il y a parfois des commandes. Dans ce cas précis, c'est une commande. C'est intéressant à noter parce que c'est une commande du Fooding qui, comme vous le savez, donc en plus de sa partie article, magazine, a aussi donc cette dimension recenser les adresses. Et eux, en interne, au bureau du Fooding, ils ont fait ce constat que, je dis un truc complètement à la louche parce qu'on n'a pas de vraies statistiques là-dessus, mais que peut-être sur 10 ouvertures d'établissements, il y en avait dernièrement 6 qui, en fait, étaient des coffee shops. Donc, à partir de là, Elisabeth de Bourse, la rédactrice en chef, me dit est-ce que tu ferais pas un sujet pour démêler le pourquoi du comment et qu'on comprenne, en fait, ce qui se passe exactement. Très bon article, je répète le titre. Pourquoi y a-t-il tout à coup autant de coffee shops? C'est sur le site du Fooding. Voilà, donc on aura l'occasion de répondre plus précisément à cette question. Mais déjà, oui, pour répondre à ta première question sur ce sentiment, moi j'habite à Marseille. Alors, il y a probablement un petit peu moins de coffee shop à Marseille qu'à Paris, mais ça fait 4-5 ans que j'habite à Marseille maintenant, et je peux vous dire quand même que oui, il y en a à peu près dans tous les quartiers, et que on peut faire une balade tranquillement et faire un coffee shop cool si on veut. Le coffee shop tour. Charles, tu vois aussi, toi, cette émergence, cette lame de fond. Je sais pas si c'est une lame de fond, on va en parler, mais... Moi, je le vois, et surtout, ce que je constate, c'est que moi, j'ai vraiment démarré, j'étais vraiment au début, Au début, pas moi, il y avait Coutume, on va dire, qui étaient un peu les premiers à Paris. Moi, j'étais parmi leurs premiers clients, donc en 2011, à acheter du café spécialité. Il y avait aussi Terre de Café avec Christophe Servel, et donc peut-être 2-3 torréfacteurs artisanaux, on va dire, de grande qualité, qui ont démarré un peu le marché autour de 2010-2011. Moi, j'étais, je pense, à la base... client Marzocco, pareil, en 2011 ou 2012, ils en vendaient, je pense, 600 francs par an. On se parle des machines, des machines de légende. Exactement, les Marzocco, machines italiennes. Et les moulins qui, bien sûr, vont moudre le café à la minute et pas, on va dire, le prendre en réserve, le moudre, parce que tu vas perdre les arômes quand tu le mous. Et donc ça, c'était vraiment pour moi le début de la vague. Moi, après, j'ai appris à torréfier en 2017 et je suis devenu torréfacteur de café. Et donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai vu une évolution énorme. Et c'est vrai que maintenant, depuis, on va dire, 2-3 ans, il y a un nombre de coffee shops qui explose
Et vraiment, on peut en trouver à tous les coins de rue, tandis qu'avant, t'en avais, je sais pas, 10 à Paris. Et voilà, maintenant, il y en a vraiment partout. Et je pense que c'est aussi avec peut-être beaucoup le télétravail, avec le fait que les gens aiment bien faire une pause dans leur journée, qui passent un petit moment au coffee shop. Et ils ont envie, finalement, plutôt limite que d'être dans un grand restaurant ou un café pour boire un café, d'être assez collés les uns aux autres, peut-être pour se retrouver et boire un petit café ensemble. Qu'est-ce qui a fait que toi, si on remonte à ce que tu viens de nous dire, à cette genèse-là, tu t'es dit, tiens, il y a quelque chose à explorer, il y a un terrain à explorer, parce que toi, on te connaît en tant que restaurateur. Pourquoi à un moment tu t'es dit, tiens, alors certainement par goût, tu vas nous le dire, mais pourquoi t'as voulu aller sur ce terrain-là aussi d'un point de vue professionnel, sur celui du café? Moi, c'était assez simple. En fait, j'avais bu de café jusqu'à mes 30 ans. J'ai goûté un très bon café éthiopien de la région d'Irgatchev, de chez Coutume. Et là, j'ai pu trouver des notes qui ressemblent énormément au vin. Et moi, vu que je suis sommelier et que j'aime beaucoup le vin, et j'ai même acheté des vignes là, il y a maintenant 5 ans dans le Beaujolais, j'ai trouvé une grande similitude entre les goûts du café et les goûts du vin, la longueur en bouche, la complexité, les arômes. Et j'ai voulu aller plus loin et participer à la production. Donc, parce que j'avais pas encore à l'époque acheté les vignes en 2017. J'ai d'abord commencé par acheter mon torréfacteur et apprendre à torréfier avec Beans on Fire, qui sont une torréfaction collaborative qui est aussi, on va dire, un peu au début de tout ce mouvement café, qui sont des gens voilà, formidables, qui mettent à disposition un torréfacteur avec qui tu peux, on va dire, un peu comprendre et apprendre à torréfier et après utiliser le torréfacteur de ton côté. Moi, c'était d'abord par le goût, et après, vu que j'avais toujours des lieux, au début c'était un restaurant avec l'office qui servait du café, j'ai voulu aller très loin et j'ai mis quelque chose un peu disproportionné pour servir des très bons cafés. Et après, ça a été le Richer, qui était dans l'esprit une brasserie, donc ouverte de 8h du matin à minuit. Donc, bien entendu, l'aspect café est très important pour moi, et j'ai voulu amener ce café de spécialité en dehors du coffee shop à l'époque, parce qu'il y avait déjà à l'époque quelques petits coffee shops, et moi c'était réussir à avoir dans le même endroit la qualité du café coffee shop, le restaurant de qualité, la vraie carte des vins, l'après-midi aussi la limonade en quelque sorte, donc d'avoir un lieu qui est vivant comme une brasserie. Mais on voit que les gens ont besoin d'avoir les codes aussi architecturaux, les codes du coffee shop, c'est-à-dire qu'ils sont rassurés par un peu tous ces petits codes. Faut qu'il y ait un petit cake, faut qu'il y ait des petits cookies, faut qu'il y ait on va dire les petites cloches avec les pâtisseries, et qu'il y ait tous les critères un peu anglo-saxons du coffee shop qui les rassurent, parce que sinon ils sont un peu perdus. Ils veulent trouver ces choses qui sont vraiment le référent. Exactement. On peut même parler du bingo du coffee shop. Tu l'as cité, la Marzocco, forcément, la rutilante Marzocco qui ronronne. Dans cet article de tous ces codes et de ces référents qu'on retrouve justement. La V60 pas très loin, évidemment, oui, les cookies, souvent des petits cakes, des marbrés. Beaucoup de marbrés à Marseille. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, je suis devenue fan de marbrés. Il va falloir que tu fasses un article, que tu partes enquêter pour savoir pourquoi le marbré se développe. Émilie, toi justement, vu l'enquête que tu as faite pour écrire cet article, qu'est-ce que ça dit selon toi? Charles parle peut-être de réflexe pour les gens d'aller chercher autre chose que du café, finalement, peut-être l'envie de se retrouver, peut-être une ambiance. Qu'est-ce que ça raconte pour toi, cette explosion d'un style, finalement, de restauration? Oui. Alors Charles, t'en as parlé des similitudes dans la dégustation de café avec peut-être certaines choses que l'on peut ressentir avec le vin. J'ai l'impression que c'est de plus en plus parce que pour aller dans ton sens, on est de plus en plus gourmette peut-être. On devient nerd de plus en plus de certaines choses. Alors, je parle pas du plus grand nombre. Il y a bien sûr peut-être des gens qui juste veulent un café et pousseront la porte d'un coffee shop de la même manière qu'ils pourraient s'installer dans un bar PMU. Mais pour expliquer vraiment le succès de ces adresses, je dirais que c'est aussi parce qu'on arrive à un stade de sophistication du goût qui est tel. Et dans le pain au levain, dans les vins nature. Et donc, le café de spécialité entre dans cette panoplie de choses qu'on a plus envie de déguster pour comprendre des savoir-faire, pour mettre plus de sens dans ce qu'on mange aussi. Et puis, parfois aussi, comprendre l'origine de ces fameux produits, les histoires qu'il y a derrière. Et on va y revenir justement de cette geekerie pour la food de manière générale qui fait que chaque entre guillemets client peut devenir un gastronome un peu plus éduqué. En tout cas, c'est une tendance qui est claire et qui s'observe. Juste avant qu'il existe ça, on se parle du café qui existe depuis très longtemps. Tu parlais justement des gens qui vont boire un café dans un bar ou dans un PMU normal. C'était quoi le café en France avant qu'il y ait des sauveurs et maintenant plein de coffee shops avant les pionniers et maintenant cette vague-là? Est-ce qu'on est tous d'accord pour se dire que moi, je me suis mis à ta place, Charles, quand tu disais chez le Café Coutume. Moi, quand ça a ouvert le Café Coutume, en fait, quand j'ai bu un café, je me suis dit, mais en fait, je n'avais jamais bu de café. Donc c'était dégueu avant, non? C'est ça le concept, en fait.
Moi, je me suis rendu compte que c'était... Je pense qu'aussi, il y a tout un aspect où on se rend pas compte forcément sur aussi les prix du café. Et là, aujourd'hui, il y a aussi une grosse vague avec une explosion des prix du café. Donc, ça part de la bourse de New York avec des valeurs de café, on va dire, qui sont un peu standards. Mais après, derrière, tout le marché suit. Et là, on va faire face. Il y a eu tellement de demandes, justement, une telle explosion que les prix du café vont exploser. Et il y a un sujet, on peut pas comparer des cafés dans un petit PMU à 1 euro du café ou un café à 4 euros dans un coffee shop ou 3,50 €. C'est pas comparable. Oui, mais il y a un biais culturel. Le café, justement, au début, si tu dis à un mec, encore aujourd'hui, je veux dire, culturellement, ton café, il te coûte 4 euros, il va te dire, non, mais le café ne coûte pas 4 euros. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même quelque chose qui est installé de cet ordre-là. Genre, le café, c'est 1,50 €, 1,80 €. Je pense que c'était vraiment une question culturelle. Il y a eu, en fait, toute l'explosion du café qui est un peu après-guerre. C'était surtout sur des volumes et avec un but qui était la caféine et le côté d'amener une sorte d'énergie et pas du tout le goût. Donc, le grand classique, c'est tu reçois ton café, tu mets plein de sucre dedans. Donc moi, j'ai été même d'ailleurs montré du doigt par tous mes clients, parce que moi, je sers dans mes 3 restaurants mes cafés sans sucre. C'était assez drôle. Donc ça arrive qu'il y ait des clients que je me balade dans la rue, il y a un mec qui dit, ah, c'est lui qui a son restaurant, il sert pas de sucre, c'est un fou, etc. Donc le côté, t'as un mauvais café qui est assez amer, qui est brûlé, tu mets du sucre dedans, donc ça va t'adoucir un peu le café. Après, tu bois un grand verre d'eau. C'est comme si, pour moi, si tu fais un parallèle avec le vin, jamais tu vas boire un très bon verre de vin et boire un grand verre d'eau derrière. Ça n'a aucun sens. Ce qui est intéressant, c'est l'arrière-goût de ce café, la complexité, la longueur. Donc nous, on essaie vraiment d'éduquer les gens. Moi, ça fait maintenant 10 ans, donc 10 ans même plus, peut-être 13, 14 ans, que je sers du café dans mes restaurants de qualité, de spécialité, donc des cafés qui sont Q-gradés, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont on va dire spécialistes du café qui vont noter le café, d'ailleurs qui goûtent le café à l'aveugle, et ils sont généralement dans 4 pays différents, donc ils se connaissent pas entre eux, et ils donnent des scores au café. Donc quand t'achètes des cafés spécialités, t'achètes des cafés qui sont notés au-dessus de 80, un score, et ça va jusqu'à 90, 92, 95. Alors là, les prix peuvent exploser. Mais donc il y a vraiment cette on va dire spécialisation du café, cette éducation du goût pour les consommateurs, et aujourd'hui un côté vraiment très geek, très nerd, d'aimer plus ce style de café, cette chose. Voilà, donc c'est. Il y a eu un peu ça avec la bière à une époque, et c'est resté un peu, les bars à bière, un peu une niche, un peu un truc de, c'est pas super développé, mais il y a eu un peu cette geekerie à un moment avec la bière, qui est pas devenue aussi, ça n'a pas été massif comme le café. Et en même temps, sur la bière, là, je remarque aussi que de plus en plus dans les régions, quand on voyage un peu ailleurs en France, locales, voilà. Et il me semble qu'on les voit plus quand même qu'avant. Ça oui, mais je veux dire, t'as moins de geekerie. À une époque, t'avais vraiment un truc, t'avais des mecs qui ouvraient des trucs en disant, moi j'ai 15 tireuses parce que je peux boire des trucs. Bon, ok, ça a pas. Non, c'est vrai que ça a pas autant explosé que le café. Alors je pense que le sujet justement, ce qu'il faut pas oublier, moi je pense qu'il y a un gros effet, ce qui est un peu malheureux et ce qui est un peu terrible, c'est que t'as plusieurs effets. T'as un effet où il y a eu un gros succès avec la Nestlé a racheté une chaîne de coffee shop qui s'appelle Blue Bottle Coffee aux États-Unis pour une fortune. Donc ça, je pense, attiré un peu les envies des investisseurs, des fonds d'investissement et de certains entrepreneurs qui se disent on peut faire fortune avec le café, parce que c'est le cas. Ils ont vendu ça quasiment 1 milliard d'euros leur groupe, tandis qu'ils faisaient des chiffres d'affaires qui étaient assez faibles. Donc il y a ce développement qui est en train de se faire avec, je pense, des gens qui sont là parce que par ambition, en se disant mais il y a vraiment de l'argent à faire avec le café, parce qu'il y a une capacité quand la marque est installée de pouvoir développer le volume et en fait de pouvoir toucher dans le monde entier. Voilà, beaucoup de consommateurs. Donc il y a cet aspect-là. Il y a le deuxième aspect, qui est le côté comme des gens qui se reconvertissent dans la poterie, dans devenir boulanger, faire du pain, le côté cool du café. T'as un coffee shop, t'es cool, c'est sympa, tu sers du café et t'es pas obligé de t'habiller en costume, quoi. Bon, là on est encore très loin, mais t'es vraiment dans un côté j'ai mon coffee shop, je peux le tenir avec peu de salariés ou même qu'avec moi-même, accueillir mes clients. Voilà, après il y a un autre aspect maintenant avec le recul, c'est est-ce que économiquement c'est viable, est-ce que le café peut faire vivre les gens, parce que c'est quand même si tu peux avoir une marge qui est importante, on va dire que le coach, même si tu peux avoir un coefficient qui est important, la marge est faible, donc c'est-à-dire que c'est quand même si tu gagnes 1,50 € mettons par café vendu, si tu fais il faut en vendre pas mal pour payer un salaire avec les charges, payer un loyer, donc c'est quand même énorme. Et il y a aussi un aspect où pour tous les spécialistes de café, tu perds beaucoup de café à faire des réglages du moulin, tu perds beaucoup de café quand tu fais, moi je par exemple dans mes restaurants, je vends jamais j'ai pas des percolateurs avec une sortie, c'est toujours 2 cafés. Un client me commande un café, je fais 2 cafés. Ah oui. C'est-à-dire que parce que pour l'équilibre de l'extraction, il faut avoir 2 sorties. C'est-à-dire que tous les puristes feront toujours les cafés par 2, même s'il y a qu'un café en commande. Donc nous on va les boire ceux qui restent, ou tant on va devoir malheureusement pas les garder. Le mec ne dort jamais. Ça fait 8 ans que Charles n'a plus jamais fermé l'œil. Donc 20 cafés par jour. Non, donc voilà, donc il y a tout un aspect. Je pense que c'est un monde qui attire énormément et qui est assez vaste et assez intéressant, et voilà, qui plaît beaucoup aujourd'hui à la clientèle. Mais
aujourd'hui, dans un équilibre économique, le coffee shop, moi, ça m'inquiète un petit peu. Je sais pas comment trouver cet équilibre économique. Parce que quand tu fais les calculs, même un coffee shop qui marche, mettons, bien, tu vois le nombre de passages qu'il va faire de clients. Ouais. Alors maintenant, ils arrivent toujours à vendre un petit cake, un petit truc. Mettons, même si le ticket moyen, mettons, est à 10 euros, tu fais 150 clients, ça te fait 1500 euros. Après, t'as quand même de la TVA là-dessus. T'as quand même, mettons, ils sont ouverts 7 jours, donc ça fait 4 x 7, 28 000 euros par mois. Donc ça fait à l'année, mettons, sur 11 mois, 10 mois, ça fait 280 000 euros, donc peut-être 320 000 euros. Tu mets là-dedans 2 salariés minimum, tu mets là-dedans le loyer, tu mets là-dedans tous les approvisionnements, les achats. Souvent, c'est pas eux qui produisent les cakes, ils peuvent sous-traiter ou acheter des choses. Donc c'est pas facile l'équilibre économique. Et donc il y a un peu une utopie. Donc je pense que d'un côté, il peut y avoir les gens qui le font avec passion eux-mêmes sur un petit volume, mais qui vont, au début, ils peuvent être un peu financés, quand j'irai avoir le chômage, donc pas se payer et tout ça, mais ça va être difficile de réussir à sortir un salaire pour l'exploitant de ce coffee shop, difficile de payer ses salariés, et difficile aussi de pouvoir continuer à développer, d'en ouvrir un deuxième ou un troisième. Donc tu as ce côté-là, et tu as d'un autre côté les groupes qui développent, je pense, grâce au fonds d'investissement ou grâce à de l'argent extérieur, qui étendent des marques et qui ont le but de la revendre à terme. Donc tu as un peu ces deux voies. Charles est perplexe, mais tu en parles aussi, Émilie, dans ton article. Et avant de rentrer justement dans ces détails-là, peut-être qu'il faut se poser une question. Tu disais que toi, désormais, tu vis à Marseille et que tu as constaté qu'à Marseille, c'était aussi valable. Beaucoup de choses sont valables à Marseille comme elles le sont à Paris, parce que Marseille est devenu une espèce de temple de l'entrepreneuriat food, que ce soit dans les restaurants ou qui n'a rien à envier à Paris. Bien au contraire. À qui on s'adresse? Est-ce que c'est pas un truc un peu de bobo urbain Oui, alors pour préparer cet article, je me suis entretenue avec un certain nombre de personnes, et y compris du côté des clients. Alors, ce que je raconte moins dans l'article parce que je me concentre surtout sur les gens qui ouvrent ces coffee shops. Mais en tout cas, côté clients, certaines ont pu m'avouer aussi que parfois, ce qui les gênait dans certains coffee shops, c'est d'avoir un peu l'impression d'un entre-soi. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que, alors, pour exactement les mêmes raisons, je me mets là-dedans, peut... mais voilà, il y a que des gens qui ouvrent leur ordinateur, enfin, du coup, ils disent laptop, eux, et voilà, ils boivent un latte ou machin truc ou je sais pas quoi. Voilà, à peu près la même, les mêmes tranches d'âge, d'autres goûts, parfois même vestimentaires, peut-être même les mêmes magazines qui sont sortis, et puis la même manière de pianoter un peu sur son téléphone ou un peu sur son ordi. Oui, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de l'entre-soi. Voilà. Après, là, je vous le présente comme quelque chose de plutôt négatif, mais certaines autres personnes ont pu me dire aussi que c'était agréable d'être dans cette atmosphère où à la fois tu choisis d'être dans ta petite bulle, mais tu as aussi l'impression de faire communauté autour d'un produit, qu'il y a une sociabilité, que tu peux bavarder avec le voisin, la voisine, si le cœur t'en dit. Il y a quelque chose de rassurant là-dedans? Parce que moins de mixité, peut-être aussi qu'un bar ouvert PMU à tous les vents, c'est ça qu'on est en train de se dire. Peut-être que certaines personnes peuvent trouver ça rassurant. Ouais. Moi, je trouve que ça dépend un petit peu de ce qu'on vient y faire. Enfin là, c'est complètement subjectif, hein, bien sûr, ce que je vais dire, mais il m'arrive de choisir de me mettre plutôt sur une terrasse, alors pas du tout un coffee shop, mais plutôt une grande brasserie, parce que d'un coup, par rapport à ce que je vais avoir envie de faire, passer un coup de fil par exemple, ou lire un peu dans mon coin, j'ai plus cette envie d'un anonymat, noyé, ouais. Et d'être noyé, et puis même d'entendre des discussions de quartier, de voir passer des personnes d'âge différents, des personnes âgées par exemple. Ce qu'on est en train de se dire, c'est que le coffee shop, c'est un peu une bulle qui se crée, c'est un peu un environnement restreint à chaque fois, c'est un petit lieu. Oui, et comme toute bulle, ça peut être très agréable parfois, et à d'autres moments aussi où on a envie de l'exploser un petit peu la bulle. Charles parlait du côté entrepreneurial, des choses qui est derrière les comptoirs des coffee shops en général. Est-ce qu'il y a une typologie aussi? Et Charles commençait à amorcer ce truc en se disant bah, c'est cool parce que ça répond à certains critères. Ça répond à qui et qui entreprend aujourd'hui? Parce que pareil, de la même manière qu'on se ressemble tous en prenant notre café dans ces endroits-là, j'ai l'impression que ceux qui les tiennent se ressemblent aussi un petit peu. Oui, c'est vrai qu'il y a des points communs chez les personnes qui ont ouvert des coffee shops sur ces dernières années. Alors, avant de faire une généralité, parce que c'est toujours il y a toujours des précautions à prendre, je préciserai qu'il y a aussi des gens qui sont nerds du café depuis des années. Ouais. Donc, c'est vraiment l'objectif d'avoir un coffee shop, de tenir un lieu. Parfois, ça a commencé par un lieu de torréfaction et puis après, c'est devenu autre chose, un café par ailleurs. Mais si on en revient plutôt à des ouvertures récentes et notamment au sein de, on va dire l'Horeca, donc le secteur hôtellerie, restauration, café, expression qu'on emploie plus en Belgique ou en Suisse.
Mais dans ce secteur-là de l'Horeca, j'ai pu m'entretenir avec certaines personnes qui venaient plutôt de la vie d'un restaurant, enfin qui avaient plutôt travaillé dans un restaurant, et qui, au lendemain de la pandémie, ont décidé de rendre le tablier, parce que ça leur a permis longuement de réfléchir à leurs conditions de travail. La pause généralisée a fait que d'un coup, ils ont voulu questionner l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Et pour un certain nombre d'entre eux, le choix a été d'ouvrir un coffee shop. Parce que c'était plus souple, moins prenant qu'un restaurant. Voilà. Alors, il y a plusieurs critères à chaque fois qui sont mis en avant chez les personnes que j'ai pu interviewer. Le premier, c'est les horaires dits de bureau. En tout cas, on peut choisir de travailler entre 9h et 17h, le temps de ranger à les 18h. Ce qui est bien quand on tient un coffee shop, mais ce qui est aussi bien pour attirer les travailleurs et travailleuses. On sait aussi qu'on est dans une période de pénurie de main-d'œuvre. Beaucoup de personnes supportent moins l'idée de faire des coupures, de travailler en décalé. Donc voilà, le coffee shop semble être une version plus douce dans ces métiers-là. Premièrement. Deuxièmement, les locaux sont plus faciles à trouver. Trouver un local pas d'extraction, voilà. Pas d'extraction, pas d'hôte. Moins cher aussi, pas surtout. Ouais. Voilà. Moins de surface, c'est ça? Oui, mais surtout beaucoup moins. En fait, le fait de pas avoir d'extraction et pas de hôte fait qu'on a accès à des fonds de commerce qui sont beaucoup moins chers. Généralement, il n'y a pas de fonds de commerce à payer, il y a juste un loyer et c'est accessible. C'est pas du tout les mêmes investissements. Je pense qu'un restaurant à minima, oui, tu peux récupérer n'importe quelle surface. Voilà, exactement. À Paris, à minima, un restaurant minima, c'est minimum 200 000 euros d'investissement. Je pense que tu peux ouvrir un coffee shop peut-être pour 35 000 euros dans certains quartiers de Paris. Donc, c'est pas du tout les mêmes investissements. Ah ouais. Oui. Et puis, ça plaît peut-être mieux à certaines copropriétés. L'idée qu'un petit coffee shop qui va fermer en fin de journée sera forcément moins bruyant qu'un restaurant, c'est plutôt rassurant. Et puis, dans les autres raisons évoquées, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? C'est déjà pas mal parce que là on se parle de choix de vie. Toi Charles, justement, toi qui es entrepreneur et qui a plusieurs affaires, quand tu le regardes, alors on a entendu ta perplexité, ta peut-être suspicion quant à la viabilité économique d'un tel modèle. Est-ce que toi c'est quelque chose qui pourrait te faire envie? Est-ce que tu regardes ce phénomène en te disant ah tiens moi ça me plaît pas mal? J'y ai quand même beaucoup pensé à une époque. En plus, j'ai déjà, on va dire, un fonds d'investissement que tu es venu voir, peut-être développer une cinquantaine de coffee shops en Europe et avec une envie de travailler avec moi. Donc, je me suis posé la question, mais moi, j'ai toujours été tellement perplexe face à l'équilibre économique. Et je sais que comme dans tout, je suis perplexe, mais je connais aussi, j'ai des amis qui ont des coffee shops qui marchent extrêmement bien, qui font des débits énormes. Certains qui sont torréfacteurs et qui font aussi, on va dire, coffee shop, qui ont réussi à créer une sorte de je sais pas comment dire, d'équilibre magique qui fait que ils ont un tel débit qu'ils font pas 100 passages par jour, mais ils en font 400 ou 500. Mais il est pas anodin ton mot de magie là justement. Ça tient à quoi selon toi qui les observe justement? Comment on fait pour que du coup un coffee shop ne devienne pas juste le truc où on débite trois cakes au matcha et quelques super cafés, mais qui Je pense que l'emplacement est important, mais aussi le fait d'être là au bon endroit au bon moment et de créer une sorte de marque et de réputation qui fait que les gens sont vraiment très clients. Moi, celui que je vais citer, qui est une personne qui était un de mes clients de mes restaurants, qui s'appelle Georges, qui est intéressé par le café, qui a monté Partisan Coffee. C'est un très bon exemple de ça. Il cartonne, pas très loin d'ici. Il a son torréfacteur qui était le même torréfacteur que moi j'avais, un Probaton 12 kilos qu'il a mis dans son coffee shop. Il marche très bien. Il a aussi pris une option qui est assez intelligente, qui est d'avoir le café torréfié un peu classique, un peu on va dire à l'italienne, donc un peu brûlé, donc qui est quelque chose qui est rassurant pour certaines clientèles, et après le café de spécialité qui est torréfié beaucoup plus clair, comme moi je sers dans mes restaurants, et il a laissé cette possibilité-là. Il a une équipe qui a l'air assez dynamique. Alors après, j'ai pas vu ses bilans et je connais pas l'équilibre financier de ça, mais en tout cas en termes de débit et de chiffre d'affaires, c'est plutôt quelque chose qui est très réussi, mais en parallèle j'ai vu plein de coffee shops de qualité pourtant fermés au bout de 2 ans, 3 ans, et voilà, c'était parce que c'était pas tenable économiquement parlant. Donc moi je sais qui vient du monde de la restauration, qui est déjà un métier on va dire difficile, dans lequel l'équilibre à trouver est pas facile. En fait c'est quand même pas mal d'avoir différentes sources de revenus, que ça soit la nourriture, le vin, le café, tout ça cumulé, parce que c'est quand même des gros investissements et il faut avoir une sorte de rentabilité et de marge. Tu sais que le côté hybride est un truc qui se déploie de plus en plus dans la restauration, d'avoir comme ça des entrées. Toi, Émilie, est-ce que tu as vu ça justement, cette difficulté chez les entrepreneurs, cette difficulté à exister, à viabiliser cette activité? Il y a des portraits finalement en creux qui se dessinent dans ton article.
Oui, alors ils sont certains à avoir fait le choix de s'adosser à à une diversification effectivement de leurs sources de revenus, développer un peu plus l'offre de restauration légère le midi. D'ailleurs, ça peut être aussi vécu comme loin d'être une contrainte, mais parfois comme une source de créativité. Il y a des restaurateurs, par exemple, je pense à Qui en ce avait couple. marre, tu veux dire? Alors, par exemple, il y a à Marseille, pour prendre un exemple marseillais, Thomas Benayoun et Axel Poitvin qui tiennent Radia. Et alors Radia, on y trouve du café de spécialité, et aussi à midi, beaucoup de gens viennent exprès, pas pour le café, mais vraiment exprès pour les sandwichs préparés par Axel, qui sont des sandwichs à chaque fois très très généreux, peut-être les plus gros sandwichs de Marseille. On est obligé de s'en mettre partout quand on le mange. Et ça, c'est typiquement, je pense, la clé de leur succès. C'est que le midi, c'est pas juste les gens qui ont traîné le matin et qui se disent « Ah, tiens, je vais peut-être me prendre ce petit club sandwich ». Il y a vraiment des gens qui viennent exprès pour cette offre à manger. Et typiquement, eux, avant d'ouvrir leur coffee shop, ils ont hésité entre ouvrir un restaurant ou ouvrir plutôt une sandwicherie coffee shop. Donc, ils ont fait ce choix. Est-ce que ce qu'on est en train de se dire là, c'est pas que l'emblème du café, l'icône, l'étendard café et donc le branding coffee shop est une manière d'attirer sur un autre terrain? Moi, c'est ce dont j'ai l'impression, enfin, c'est ce qui est en train de se tramer. L'argent, il va se faire sur des sandwichs, sur les parts de cake, c'est pas sur le café que tu vas vendre finalement. Tu vends l'état d'esprit coffee shop, mais ce que tu vends, c'est autre chose. C'est une forme de restauration un peu déguisée. Ouais, je pense que t'as raison, mais c'est pas facile, parce que c'est en fait souvent les endroits exigus, c'est pas facile de produire, de cuisiner, donc soit t'es sur des très bons sandwichs ou les très bonnes salades ou peu de plats et tu peux réussir à essayer. C'est moins cuisiné en général, c'est pas trop. Ouais. Mais tu peux avoir des choses très bonnes. Il y a aussi Ten Bells qui fait, je pense, un peu de petite cuisine de bonne qualité et qui sont aussi, eux, ils sont torréfacteurs de café, mais ils produisent aussi du pain, quoi. Ils sont boulangers de qualité. Excellent. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même la capacité. Ils essaient de rebondir sur les deux aspects. Donc je pense que quoi qu'il arrive, c'est des équilibres qui sont pas faciles à trouver. Il faut essayer de trouver un peu cette magie, comme on disait sur Partisan ou sur, moi je connais pas, mais Radia ou sur, voilà. Mais malheureusement, je pense qu'il y en a pas, pour le nombre d'appelés, je pense qu'il y en a pas beaucoup qui vont s'en sortir financièrement sur le long terme. J'ai un peu peur de ça. Et on voit le développement aussi de la chaîne Noir, qui pour moi sont des très bons coffee shops. Je suis client, j'en ai essayé peut-être 4 ou 5 et je trouve que la qualité, ce qui est assez impressionnant sur un volume aussi important, à la fois la qualité des expressos, des cafés qui servent, à la fois la qualité des viennoiseries, c'est pas forcément des viennoiseries, plutôt des cakes, leurs cakes au citron ou même leurs cookies, tout est plutôt de très bonne qualité et les affaires sont bien tenues, bien décoré, avec un modèle qui est un peu proche de Aesop, les savons, je trouve, d'avoir un peu une identité visuelle assez forte, assez jolie, peut-être travailler avec des décorateurs un peu différents à chaque fois. Donc il y a l'effet chaîne, mais sans le côté chaîne, et une déco qui est plutôt cool. Donc il y a quelque chose d'identitaire en fait. Depuis le début, on se dit ça finalement. Dans ce qu'on a à chercher dans cet endroit, dans ce que les gens proposent, il y a vraiment un truc de j'en suis pas. On se reconnaît dans la marque ou pas quand même. C'est un truc. Oui, avec ces fameux codes, tout à l'heure, on s'amusait à faire la liste le bingo des coffee shops, mais effectivement, cette ambiance... T'as oublié la déco Indus que tu cites dans ton article et que tu parles de cette décoration. Soit Brooklyn, un peu post-Indus, soit plus scandinave. On a voulu laisser les murs décrépits parce qu'on trouvait ça vraiment cool. C'est ça. En plus, un truc qui m'a beaucoup fait rire en interviewant Thomas Wingard, qu'on peut lire aussi dans cet article, qui a la structure OK Coffee Tips. Donc lui, c'est un expert du café. Ça fait 10 ans qu'il observe ce milieu-là. Je précise qu'il est belge aussi, donc il fait beaucoup de comparaisons entre la Belgique et d'autres scènes. Et il me faisait remarquer que, en tout cas à Bruxelles, beaucoup de coffee shops ont vraiment soigné leur déco de partout. Jusqu'au moment où tu vas dans les toilettes, et là tu réalises que les toilettes, c'est la pièce qui n'a pas été terminée. Il y a limite encore l'échelle, l'interrupteur, il marche pas, le coup de peinture n'est pas mis jusqu'au bout du... Donc là, ça en dit long sur la volonté de proposer une identité hyper marquée, hyper convenue, très conceptuelle finalement. Il voulait dire ça aussi dans le sens où l'argent n'avait pas été... le budget n'avait pas été assez important pour aussi terminer et finir les toilettes. Mais ça en dit long aussi sur l'image qu'on a envie de renvoyer. Finalement, il faut tout refaire. Les toilettes, finalement, ce que tu décris là, c'est le vestige de ce qu'était le lieu avant. Oui. Avant qu'il ait été transformé pour bander un peu le truc en mode coffee shop. Si on parle du café dans la restauration, parce que forcément ça interroge, on a parlé de cette offre qui pouvait se cumuler dans les coffee shops, quelle est la place du café? Je vous ferai écouter un petit truc juste après, un petit message d'un chef justement. Quelle est la place du café pour vous dans l'expérience de la restauration? Vous le vivez comment en tant que client? Et Charles, tu peux nous le dire aussi en tant que patron finalement.
Moi, je trouve ça très important dans mes restaurants, justement. C'est pour ça que je me suis mis à torréfier mon café et à servir du café spécialité depuis maintenant quand même un sacré nombre d'années. Ça fait 14 ans, donc je pense que vraiment dans les restaurateurs qui ont servi du café spécialité, au début, j'étais vu un peu comme un ovni. Maintenant, partout, on sert du café spécialité dans les restaurants. Partout, autour de nous, dans le 2e arrondissement. Mais dans beaucoup d'endroits, en tout cas. Ouais. Et je pense vraiment qu'en 2011-2012, t'avais peut-être 50 endroits à Paris où tu servais de café spécialité. Maintenant, je pense qu'on même les gens ne devaient pas comprendre parce que le café c'était hyper vert sur le fruit, tu devais les gens ils devaient pas comprendre. Mais moi il y avait beaucoup de pédagogie, j'aimais beaucoup ce côté un petit peu choquant. Ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui maintenant tout est devenu un peu un standard, mais c'est comme les alcools de qualité, c'est comme les vins de vignerons. Quand j'ai commencé moi il y a 14 ans, j'étais vraiment un ovni pour ces raisons-là. Maintenant pour tout le monde ça paraît tellement sensé comme le pain de qualité, mais ce qui est super, le marché a tellement progressé, tellement grandi, la qualité s'est déployée un peu partout. Donc voilà, donc moi c'est très important parce que c'est le dernier moment du repas et vraiment je voulais finir sur quelque chose de très bon, très long en bouche, qui reste accessible aussi, parce que moi je vends dans mes restaurants mon café 2,90 €. Alors je sais pas si je vais pouvoir tenir ce prix aussi. J'ai commencé, c'était un prix que j'ai fait il y a 10 ans, mais maintenant le marché, le prix du café vert a tellement augmenté parce que il y a eu des pénuries, pas de production dans des pays producteurs qui produisent des gros volumes, donc on va voir comment ce prix évolue, mais je trouve que c'est très important. On le sert toujours, nous au Café Compagnon, on table du chocolat au sous-sol, on fait un chocolat très fin qui vient de chez Nicolas Berger qu'on va servir avec un tout petit peu de café moulu dessus, très finement, qui va pouvoir fondre dans la bouche avec le café, et c'est pour moi un peu le dernier moment du repas. Et dans les autres restaurants on fait des petits biscuits diamants, vu que je sers sans sucre, on a réussi à faire un petit biscuit un peu sablé qui va bien, parce qu'il y a un côté un peu beurré qui va très bien avec le café, et voilà, donc on sert ça à la fin du repas, et les gens en sont très contents. Et moi j'ai une belle clientèle le matin qui vient dans mes restaurants pour prendre le café depuis longtemps, donc voilà, mais c'est vrai que à l'époque, c'était plus différenciant. Maintenant, c'est devenu un peu quelque chose d'assez standard. Je vous fais écouter. J'ai mis un truc sur Instagram là il y a 2-3 jours en disant ami chef, c'est quoi votre rapport au café Et il y a un chef qui s'appelle Nicolas Caro, qui est à Carantec en Bretagne, qui m'a envoyé cette petite note vocale. Je vous la fais écouter. C'est un produit que j'affectionne énormément. Il y a vraiment un respect de ce produit qui est essentiel pour moi. De là, on l'a mis vraiment en valeur avec l'équipe depuis 4 ans. Et surtout, je suis assez content car j'ai réussi à les passionner autant que moi. On a vraiment fait un sacré setup. On a une belle Marzocco. On s'est fait plaisir avec un pumper automatique, moulin à la demande. Car aujourd'hui, je pense que le café est autant à valoriser que le vin. Car il y a de l'arôme, il y a de l'envie, il y a de la rondeur, il y a de l'opulence. Et aujourd'hui, on peut vraiment déguster un café comme un vin. Et surtout, quand on finit un repas au restaurant, nous, on va vraiment toujours affectionner la cuillère. Et souvent, on nous dit, non, cuillère, je veux pas de cuillère, pas besoin, on n'a pas besoin de cuillère, on prend pas de sucre. Et là, on rebondit tout de suite, et ce que je demande à mon équipe, c'est de rebondir, c'est que le café s'aère comme un vin. Et ça vraiment, ça nous amène vraiment un but premier, aller un peu en côté pédagogue avec notre clientèle pour aller un peu plus loin. Ça recoupe ce que tu disais, Charles, aussi, et Émilie, peut-être tu vas pouvoir le confirmer. Est-ce que vous êtes capable, tu parlais de pédagogie, de faire comprendre justement à la clientèle que on peut habiter ce temps? Tu parlais du dernier temps, Charles, c'est le dernier temps du repas, le café finalement. Est-ce que vous deux, vous pensez que aujourd'hui le public a cette capacité, cette maturité partout, et pas qu'à Paris ou à Marseille, d'entendre ça et donc de payer? Tu parlais d'un prix de café qui est pas anodin quand même. Je pense que quand certains gens écoutent qu'on va payer un café 3 €, entre guillemets un café standard, il y en a certains qui peuvent trouver ça extrêmement cher. Alors on peut monter encore. Moi mon café moi c'est pas du tout un café standard, dans le sens où c'est que du café bio, arabica, d'altitude, c'est que une origine pure, c'est-à-dire que je fais jamais de blend d'assemblage. Souvent le principe que les torréfacteurs ont fait, c'est qu'ils faisaient un assemblage dans le sens où ils mettaient un petit peu de robusta, un petit peu d'arabica, et ils essayaient de faire un goût maison qui est pas, c'est pas une critique, mais qui permet on va dire de maîtriser ses coûts, tandis que quand t'achètes, moi je source directement comme si j'achetais un Sancerre de telle parcelle, comme si j'achetais du Marsanais. C'est vraiment c'est un coût, et c'est aussi la façon de bien valoriser le travail qui est fait des agriculteurs, et tu le payes beaucoup plus cher parce qu'ils sont embêtés aussi à faire du bio, à respecter les cahiers des charges, à faire toutes ces choses-là qui sont gages de qualité. Donc voilà, moi et
malgré tout, on n'a pas parlé d'un élément, parce que dans tout ça, c'est pas parce que le café est bien torréfié, c'est pas parce que tu as la bonne machine, c'est pas parce que tu as le bon moulin que le café va être bon. Après, il faut avoir le bonne personne derrière la machine à café pour bien extraire le café. Et si ta tasse, elle est pas suffisamment chaude quand tu vas extraire ton café, si ton percolateur, il a pas été en contact avec la machine, donc tu as perdu la conduction de la chaleur, si quand tu es avec ton tasseur, il parlait le restaurateur là étoilé, il parlait d'un tasseur automatique, ce que j'ai moi aussi dans mes restaurants, un peu près, si, t'as un peu, parce que le percolateur était légèrement humide, t'as un peu de café qui a collé au percolateur, donc t'as perdu un demi-gramme. Ta recette, elle est changée, elle est pas bonne. Donc ce que je veux dire, ce qui est aussi, je pense qu'attire les gens, c'est aussi de faire du café dans les coffee shops, un peu le côté vraiment intégriste dans le bon sens, passionné, d'aller au bout des choses, parce que tu sais que le moindre petit détail qui est mal ajusté fait que ton café sera pas parfait. Et c'est vrai que c'est très agréable, et moi je sais que j'ai beaucoup de plaisir à moi faire mes cafés pour mes clients quand je suis dans mes restaurants, parce que je me dis, je vais vraiment être très précis et vraiment le faire comme si c'était pour moi, et ce côté vraiment très généreux d'aller dans le détail et de participer à la réussite de ce produit. Ce qui est beau dans le café, contrairement au vin, si le vin est servi à la bonne température et il est juste ouvert, t'as pas de problème. Voilà. Tandis que nous, si la personne derrière la machine à café respecte pas ses protocoles, à prendre une tasse froide, elle va avoir le réglage de la mouture sera pas bon, ça va vraiment être pas bon. Donc c'est encore plus fragile comme équilibre à trouver, qui fait que c'est un côté sympathique dans notre métier, mais c'est beaucoup de complexité et beaucoup de finalement d'engagement et de risque pour pas être sûr d'avoir un résultat. Tandis que la solution qui serait la plus simple, c'est d'avoir des machines automatiques. Ouais. Et même si tu as un bon café avec une machine automatique, ton café il sera 7 sur 10 ou 6,5 sur 10. Il pourra jamais être à 9 sur 10, mais il pourra pas être à 4 sur 10 ou à 2 sur 10. T'as une régularité. Avec une Marzocco, tu peux faire des cafés à 2 sur 10 comme des cafés à 9,5 sur 10 ou 10 sur 10. Mais voilà, donc c'est quand même plus de savoir-faire, plus de métier. Ce qui fait que je pense que ce qui plaît aux gens qui travaillent dans la coffee shop, c'est ce côté un peu passionné d'aller se former, de savoir aussi travailler le lait, parce qu'on n'a pas parlé du lait, mais de savoir faire un bon lait avec la bonne texture, bien brillant, pas trop chaud. Voilà, donc tout ce côté d'appartenance à un état d'esprit, voilà, de travail bien fait, et voilà. Mais après, c'est un prolongement du travail de cuisine, hein, on se parle de goût, on se parle de travail, on se parle de texture. Je comprends qu'un chef comme là en l'occurrence Nicolas Caro et cette passion-là, tu le dis, d'aller travailler ses produits. Émilie, toi, c'est quoi ton rapport justement à ce dernier temps dont Charles parlait, du repas? Est-ce que toi, ça a une symbolique particulière, et est-ce que tu as observé au cours de ton enquête justement que le public pouvait lui-même partager ce goût, cette appétence pour ce dernier temps du repas finalement? Oui, moi, il y a quelques années encore, ça pouvait m'arriver quand le café ne me plaisait pas trop dans un restaurant, de me dire je m'arrête là après mon repas et je vais boire mon café dans le coffee shop que j'aime bien, quitte à aller marcher. J'ai un copain, Tristan, il sent systématiquement sa tasse à la fin du repas, et parfois, 9 fois sur 10, il la repose. Il dit non, j'y vais pas, quoi. Ah oui. Ouais. Bon, alors il doit être super winner du café. Voilà, j'avoue cette petite coquetterie, j'aime tellement le bon café que, en tout cas quand c'est possible et que j'ai un petit peu le temps, je me retiens de le prendre sur place. Mais oui, donc sur ce que tu disais sur la dégustation, est-ce qu'on est tous comment on peut sensibiliser les uns les autres? Est-ce que tout le monde l'est? Est-ce qu'ils partagent tous ce réflexe de dire attends, mais moi cette dernière note, je veux qu'elle soit à la hauteur. Non, et d'ailleurs, attends, juste par rapport à ce que tu dis, comment tu fais quand on te dit vous prendrez un petit café pour être sûr que le café qu'on va te servir va être à la hauteur de tes attentes, parce que personne dans la restauration te dit je te propose un cru qui vient de tel endroit, qui est Charles C. Charles C. Mais de manière générale dans la restauration, dans 95% des endroits on dit vous prendrez un café ou pas, point. Ouais. Mais de manière générale, je pense qu'il y a une grande discussion collective très urgente à avoir à propos du café, notamment à propos du prix. Charles l'a mentionné. En fait, le réchauffement climatique ces dernières années a rendu très compliqué certaines récoltes. Et là, typiquement, il y a 2 jours, quand j'étais à Marseille pour boire mon café chez Pétrin Couchette. Oh, mais on les salue. Mais j'aime tellement cet endroit. Mais tellement, c'est tellement pas original de dire ça, mais. Donc voilà, il propose du café, il propose aussi du pain. Et ça cartonne. Et ça cartonne et c'est très bon, c'est un succès amplement mérité. Ils essayent de garder leur café à 2 €. Parce que c'est un produit d'appel qui permet encore aujourd'hui à cet endroit de brasser du monde autant que possible. Donc quand même, on est dans le quartier de Noailles, qui est un quartier très populaire. Je l'ai lu dans ton article, ça. C'est Laura Vidal qui disait ça dans ton article, non? Qui disait justement qu'elle avait décidé, quitte à perdre de l'argent un peu sur le café, d'en gagner par ailleurs sur le coffee shop. Et d'ailleurs que c'était une des adresses les plus rentables de ce groupe, qui a aussi la mercerie, le Chardon à Arles, si je me trompe pas. Voilà.
Parce que en cette période de crise, autant on peut se dire je vais peut-être moins aller au resto ce mois-ci, mais le petit café a priori c'est pas vraiment quelque chose sur lequel on va s'asseoir. Donc on continue, on le garde. Effectivement, c'est un endroit qui ne désemplit pas, en tout cas à certaines heures de la semaine. Et mais tout ça pour vous dire quand même que Pétrin Couchette a affiché sur leur vitrine là dernièrement une petite feuille pour dire en fait, il va falloir qu'on en discute ensemble de ce prix du café parce que depuis notre ouverture, donc en 2022, le café, en tout cas là où on l'achète, maintenant il nous coûte 35% plus cher qu'à nos débuts. Et est-ce qu'on va pouvoir continuer à le proposer à ce prix-là ? À quel prix? Et en même temps, on a envie que ce soit accessible à tous. Mais voilà, il faut quand même qu'on puisse poser les termes du débat. Il y a un réchauffement climatique qui a augmenté les prix. Et en fait, le café est aussi un produit, c'est un produit qui est tellement au carrefour de beaucoup d'interrogations. Ça cristallise énormément de choses. C'est un produit miroir aussi qui raconte beaucoup de choses. Oui, et historiquement, c'est un produit aussi, c'est un produit colonial. C'est un produit qui porte cette histoire-là. Aujourd'hui, en quoi reste-t-il peut-être un produit néocolonial si on n'arrive pas à mieux rémunérer les personnes qui se trouvent là-bas plutôt à le cueillir de la graine à la tasse. Donc il y a aussi cette réflexion collective de comment on peut faire pour en faire encore un produit populaire, mais peut-être accepter collectivement de payer un petit peu plus et valoriser donc ces chaînes de café de spécialité qui font du bon travail. Toi, Charles, c'est inévitable pour toi, j'imagine, de mettre l'accent justement sur le coût et la valeur du travail pour produire un café de qualité. Toi, c'est un truc qui est pas négociable. Forcément, tu vas dire à tes clients qui te diront c'est cher. Bah écoute, mec, soit on le fait bien, soit on le fait pas. Non, mais c'est certain. Et je pense qu'aussi ce qui s'est passé, c'est que à une époque, le pouvoir était un peu inversé. C'est-à-dire que le pouvoir, c'était les grandes, on va dire les grandes multinationales qui achetaient beaucoup de café et qui finalement, eux, s'étaient dit, pour pas être dépendant finalement du producteur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter du café, le stocker les années où il y en a beaucoup qui est produite. Donc c'est pas très grave finalement la fraîcheur du café. On va le brûler tellement fort que qu'il soit bon ou pas bon, zéro différence. Ouais. Donc voilà, le sujet il est que nous on est un peu aujourd'hui, on subit les conséquences et qui sont des bonnes conséquences, on va dire, du café de spécialité, c'est que on achète des cafés en direct à des personnes qui font très bien leur travail, qui produisent une très grande qualité, qui vont avoir un marché à qui elles peuvent vendre. Elles sont pas du tout dépendantes de finalement c'est encore le cas pour beaucoup, mais de 2-3 gros industriels, et donc elles vont pouvoir offrir le vendre soit au Danemark, soit aux États-Unis, soit en France, soit à des Anglais, parce qu'il y a tellement de coffee shops derrière qui veulent ces cafés, qui sont des cafés qui sont très bien notés, qu'on note au-dessus de 80, voilà, et donc les prix augmentent, et en plus si pour peu que la récolte soit pas bonne, vu que les gens veulent de la fraîcheur sur du café vert, donc ils veulent des cafés de l'année, et ils veulent du café de qualité, avec à la fois aussi un triage, parce que les gens se rendent pas compte de ce que ça comprend le café. Le café, c'est tu tries. Tu dois trier les grains à la main, grain par grain. Tu dois les sécher, les remuer, les travailler. C'est-à-dire que t'as en gros 3 grandes familles de café. T'as les cafés lavés, semi-lavés ou les cafés, ce qu'on appelle naturels. Donc naturels qui vont être fermentés avec la chair de la cerise, la graine à l'intérieur et qui après, en fait, ensuite vont être dépulpés. Ou t'as les cafés lavés qui sont eux directement dépulpés. Et après, les graines de café qui sont à l'intérieur vont être séchées. Souvent, on appelle ça des lits africains. C'est des sortes on va dire, de tables assez hautes avec une sorte de grillage dans lequel tu vas brasser le café, le sécher au soleil et après enlever tous ceux qui ont un petit défaut, c'est-à-dire qu'ils ont été, j'en sais rien moi, mangés par un petit animal, ou ils ont été, on va dire, abîmés dans le moment quand ils ont été dépulpés. Donc toutes ces graines, tu vas les trier, tu vas les calibrer pour qu'elles aient le même calibre qu'à la torréfaction, t'aies le moins de variations pour quand tu torréfies ton café soit le plus homogène possible. Et donc t'as quand même un boulot qui est considérable, qui est colossal. Ouais. Donc il y a un moment, c'est pas possible. Surtout là-bas, les populations dans plein de pays, si elles peuvent pas se rémunérer avec leur travail, elles font autre chose. Donc le café, il y en a plus. Donc c'est-à-dire que tu peux pas d'un côté vouloir que ton café soit délicieux, gratuit, je veux dire, et fait sur des machines. Une machine Marzocco de base aujourd'hui, c'est minimum 7 000, 8 000 euros. Un tasseur automatique, c'est peut-être 1 000 euros, 1 200 euros. Un bon moulin malconique, c'est 3 500 euros. Donc c'est-à-dire qu'en gros, déjà, rien que ton setup pour faire des bons cafés, après, ça, t'as qu'un seul moulin, mais tu peux avoir un moulin pour le filtre, donc un autre malconique derrière, un moulin pour le déca. Donc moi, dans tous mes restaurants, j'ai 3 moulins. Donc c'est-à-dire que j'ai 3 moulins, une machine à café, j'ai à peu près 15 000 euros à 20 000 euros d'installation café. Juste pour le café. Juste pour le café. Donc tous ces sujets-là, on s'en rend pas forcément compte. Mais il faut toujours avoir une notion un peu d'équilibre économique là-dedans. Et
c'est compliqué et malgré tout ça, tu sers ton café, t'as beau avoir fait tous les efforts nécessaires, les gens disent qu'il est pas bon, qu'il est dégueulasse. Et c'est pour ça que moi, je fais tout pour pas que les gens ne mettent pas de sucre dedans et qu'on serve pas de sucre, et que toutes mes équipes soient formées pour leur expliquer pourquoi. Parce que le sucre avec un café d'altitude, de spécialité, un café bio, en fait, vu que le café a de l'acidité, souvent il a de la puissance et après il a aussi une certaine rondeur chocolatée, le sucre, au lieu de casser une amertume, va transcender l'acidité et le rendre vinaigré. Donc ça va être imbuvable. C'est-à-dire que tu vas pas du tout l'améliorer comme un café qui va être très brûlé, très amer, que tu vas attendrir, de la douceur, tu vas plutôt faire quelque chose de vinaigré horrible. Donc on essaie vraiment d'éduquer les gens là-dessus. Et après, au début, c'était plus compliqué. Maintenant, c'est quand même, je suis pas le seul à faire du bon café, donc c'est vraiment très simple et ça se passe plutôt bien. Est-ce que ce qu'on se dit là, c'est transversal et c'est vrai pour plein de produits et dans notre rapport à la consommation, à la restauration, à la gastronomie de manière générale, en restauration comme à domicile, on est en train de se dire qu'on est en train de passer dans une époque quand même où la notion et le rapport et l'exigence chez les consommateurs de qualité implique qu'on adhère à ce constat très simple qu'il faut payer plus pour consommer bien. Est-ce que ça, c'est un truc de journaliste ? Est-ce que se dire que les gens comprennent qu'il faut mettre de l'argent, ça vaut pour la viande, comme pour le café, comme pour plein de produits comme ça. Est-ce que c'est un truc qui est avéré ? Est-ce que c'est un fait ? Est-ce qu'on l'observe ? Est-ce que tu l'observes dans tes restaurants, Charles ? Est-ce que tu l'observes toi dans ce que tu observes, Émilie ? Ou est-ce que c'est encore un épiphénomène, un truc qu'on regarde, une surface ? Est-ce que les gens comprennent ce discours qui est celui que tu tiens, Charles, en l'occurrence ? Regardez le prix ce que c'est, le travail, et donc c'est normal que ça coûte plus. Donc, pour bien consommer, il faut mettre un peu plus d'argent. Est-ce que les gens comprennent ça selon vous aujourd'hui ? Alors oui, j'ai l'impression que de plus en plus de personnes le comprennent. Après, le pouvoir d'achat aussi aujourd'hui des gens tend fortement à baisser. C'est la fameuse phrase « tout augmente sauf mon salaire ». On est plein à se reconnaître dans cette phrase. Donc moi, ce que j'observe autour de moi, c'est que des gens vont sur certains aliments plaisir, des aliments qu'ils aiment vraiment, justement se faire plaisir et puis accepter de dépenser un petit peu plus, et que par ailleurs on va chercher peut-être à faire des économies là où on peut. Consommer moins souvent par exemple. Voilà, consommer moins souvent mais consommer mieux. Sur le café, il y a à la fois la volonté de mieux rémunérer certains circuits, mais aussi, comme tu l'as dit, Charles, il y a cette histoire de terroir, de goûter les terroirs aussi. Moi, la dernière fois, j'ai réussi à faire aimer un café à une copine qui ne jure que par le thé, qui me disait mais c'est vrai que c'est génial avec ce filtre la V60 et puis ces arômes, c'est très sur l'acidité, je reconnais des choses. Voilà, elle me disait mais j'avais jamais pensé à faire cette passerelle entre café et thé, et elle en était ravie. Donc par rapport au café, voilà, je pense qu'il y a à la fois ce qu'on a dit tout à l'heure, on devient un peu plus nerd, et du coup, à chaque fois qu'on mange un truc, on a envie un peu plus que ça raconte quelque chose, on a envie que ce soit un peu unique, que ce soit singulier. Si en plus de ça, on sait qu'on soutient une filière, alors là, tous les voyants sont au vert. Et j'ajouterais un dernier point, peut-être par rapport au coffee shop, parce qu'on a beaucoup dit qu'ils étaient nombreux à se ressembler, mais aussi, de plus en plus, certains coffee shops essayent d'avoir leur identité propre. Je pense par exemple à Cafette, tenu par Adeline Gobin et Viet Nguyen. Donc c'est un café qui propose surtout un coffee shop qui propose surtout des cafés vietnamiens avec des spécialités à base de café. Mais ils étaient restaurateurs avant, tu en parlais, des gens qui ont switché, ils en font partie. Ils font partie des gens qui étaient restaurateurs, qui avaient donc ce restaurant qui s'appelle Andy Andy, et justement avec la période de la pandémie et puis le fait de devenir parents aussi, enfin ils sont devenus parents avant la pandémie encore, mais disons que l'un dans l'autre, voilà, ça leur a fait réfléchir à ça. Et ils ont créé Cafette, donc du coup avec une singularité, tu le disais. Voilà, et j'en discutais aussi avec Thomas Wingard, donc le fameux expert du café belge, qui me disait, alors lui qui adore aller dans des coffee shops, il me disait, là j'en ai un petit peu assez de ces endroits un peu duplicables à l'infini, et en ce moment mes cafés préférés, ce sont les cafés qui sont presque des troquets avec en termes de nourriture pas forcément les marqueurs habituels du cake au matcha et compagnie, mais par exemple la galette toast et du voilà, ce genre de truc, mais peut-être plus une semaine des pâtisseries arabes parce qu'on est dans ce quartier, parce que c'est tenu par une famille arabe, mais qui va d'un coup proposer aussi du café de spécialité. Et donc en fait d'un coup c'est le café de spécialité qui n'est plus seulement dans ces coffee shops un peu écrins qui se ressemblent tous, mais qui se généralise un peu au plus grand nombre, dans une démocratisation de ce produit. C'est intéressant de se dire qu'on peut mixer la restauration autour de l'élément café, quoi. Toi, Charles, t'as plus besoin de convaincre tes clients, ils savent que c'est bien. Toujours. On a toujours, et c'est
heureusement d'ailleurs, on a des clients qui viennent juste par hasard parce que nos restaurants ou brasseries en quelque sorte sont placés dans Paris, dans des quartiers, on va dire vivants, comme dans le 9e ou dans le 10e. Et après, il faut expliquer et il faut parce que les gens ont des réflexes, ils veulent toujours un café avec du sucre, donc on explique, on essaie de en quelque sorte d'évangéliser un petit peu là-dessus et ça se passe plutôt bien. Et après, j'ai des habitués qui viennent prendre leur café le matin, c'est hyper sympa. Ou même t'as dû en convertir, ouais, et moi ce que j'aime bien, c'est au début tu peux arriver, t'as un côté où t'as des ouvriers qui viennent le matin et qui savent pas du tout, ils viennent parce que c'est le seul café qui est ouvert. Tu leur expliques quand même, t'essaies de les convaincre. Après ils reviennent. Ou il y en a qui, ça arrive souvent, il y en a qui goûtent et qui disent, ils trouvent ça déjà ils veulent pas te faire confiance sur le sucre, ils en mettent. Moi le nombre de fois où je me suis fait engueuler par des clients qui disent tu vas pas m'apprendre à boire du café, toi le petit jeune, et donc ils mettent du sucre. Après ils trouvent ça vraiment très mauvais. Bon, je leur avais dit, mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Donc voilà. Pour revenir à ce que disait Émilie, moi je suis entièrement d'accord avec le côté où est-ce qu'on peut accepter que d'acheter, il y a une question de pouvoir d'achat parce que les gens, s'ils n'ont pas les moyens, tu peux pas faire tu fais qu'avec tes propres moyens. Donc tout le monde aimerait bien boire que des grands vins très bien faits, boire que des cafés excellents. Mais il y a quand même surtout en devenant parent aussi, quand tu dois payer l'école de tes enfants, nourrir tout le monde et payer ton électricité, tu fais surtout ce que tu peux. Donc on peut pas, on peut pas donner des leçons à qui que ce soit en disant faut boire ça, boire ci ou faire ça. Question de moyens quand même, parce que c'est quand même de boire des cafés de spécialité, c'est quelque chose c'est pour le privilégier. Il faut quand même le reconnaître, parce que quand tu bois quand tu vas acheter un café en supermarché, il va être quand même beaucoup moins cher. Limite, tu peux acheter un kilo de café, un kilo de café ou 500 grammes de café pour le prix d'un café dans un coffee shop. Donc c'est quand même quelque chose qui s'adresse à une clientèle de gens privilégiés. Mais comme on le dit, on peut en boire moins et en boire mieux. C'est le bon truc. Un peu comme ce on peut faire pour la viande aussi, par ailleurs. C'est ça. Merci d'avoir partagé vos expériences. Merci Charles, merci Émilie. Je rappelle que l'article s'intitule « Pourquoi y a-t-il tout à coup autant de coffee shop ?» C'est sur le site du Fooding. Merci pour cet article, Émilie. Et Charles, on peut te retrouver ton bon café, ton café à toi, dans tous tes restaurants à Paris. Et on peut voir aussi un peu la démarche sur le site du groupe Compagnon, où on peut voir toutes tes adresses. Merci à vous deux. Merci David. Merci beaucoup. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, d'avoir suivi notre échange et adoré ce sujet, car concrètement, on voit tous ce qui est en train de se passer autour du café, la montée en expertise des consommateurs, en compétences des baristas évidemment, mais aussi on l'a entendu dans la restauration. On voit tous ces petits coffee shops fleurir un peu partout, alors merci à Émilie Lestari d'avoir expliqué le phénomène. Allez lire son article sur le site du Fooding, vous découvrirez de nombreux témoignages et des visions qui éclairent parfaitement le mouvement. Merci à Charles Compagnon pour son regard plus tempéré qui, par son expérience, nous rappelle qu'il ne suffit pas de monter à bord d'une tendance pour la transformer en une économie établie. On va suivre l'évolution du mouvement, on va peut-être tous arrêter de sucrer, on va demander du café de spécialité. En tout cas, ça fait du bien de soulever ainsi ce genre de sujet, car c'est comme ça que se réinvente le secteur de la restauration et s'écrit plus globalement notre gastronomie. Bonne semaine, les amis, prenez soin de vous, cuisinez, achetez du bon café et au comptoir, parlez de votre podcast préféré. Salut!